heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Alors, bonne nouvelle, Bonheurs Anonymes élargit pour vous sa recherche du bonheur dans un autre champ d'action, l'entrepreneuriat. Bientôt, une playlist sera consacrée à ce sujet. D'ici là, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Éric Gélard, conteur et musicien forestier qui habite à Locqual-Mindon. Réussir sa vie pour lui, c'est réussir à vivre en faisant ce qu'on aime. Bonjour Éric, bienvenue à toi. Bonjour, merci, c'est un honneur. Alors Éric, dis-nous, qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Éric Gélard, comme Gélard et la manière, mais c'est un hasard, hein. Et puis de toute façon, ça s'écrit pas pareil. Je suis conteur, pas kilométrique, hein. Je suis conteur, raconteur d'histoires, breton, pas forcément d'histoires bretonnes, j'écris aussi les miennes. D'ailleurs, je viens de publier 2 livres, hein, comme ça, pouf. Ah, je les ai préparés, t'as vu, hein. Comme ça, pouf, c'est un recueil de contes. Alors, sous-titre Contes de tous les instants et même après. Donc, il y a des histoires qui vont de la petite enfance jusqu'au dernier âge et même après, en passant par des contes de Noël et des contes d'Halloween. Et le Bal des chats perchés, qui est lui plutôt un roman fantastique déjanté. Ça se passe en teuf, hein, dans un technival. Le narrateur est complètement tripax, hein. Il a avalé un truc et il se retrouve en pleine histoire d'invasion extratemporelle. Voilà. Donc, c'est sorti au début de l'été, disponible à Fnac, enfin, chez toutes les librairies en ligne, Fnac, Amazon, Chapitre, référencé auprès des libraires traditionnels. Et puis, on les trouve aussi à la médiathèque d'Auray, hein. J'en ai offert un exemplaire de chaque à mes amis du centre Athéna là-bas. D'accord, Voilà. tu m'as parlé aussi tout à l'heure de musique. Oui, je suis accordéoniste, hein, et puis je fais aussi un peu de clavier, mais pour les bois, bah, c'est plus facile d'importer mon accordéon et puis un harmonica aussi. Et des fois, eh bien, j'illustre certaines de mes histoires avec un peu de musique. Mon accordéon s'appelle Léon. D'accord. Voilà. Dis-moi Éric, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Quand j'avais 16 ans, j'ai toujours été plus ou moins poète. Et puis, j'avais des amis quand on était ado. Alors bon, il faut pas trop le répéter, mais on faisait déjà de l'urbex à l'époque. Alors, hop, on allait dans des maisons abandonnées, mais pas pour tout casser, quoi. On se faisait des séances du Cercle des poètes disparus, mais avant l'heure. Le film est sorti après. Quand on l'a vu, d'ailleurs, on s'est reconnus et on était époustouflifiés en fait de voir que ça nous ressemblait autant. Voilà. Alors moi, on se voyait tous plus tard comme des écrivains célèbres, des écrivains reconnus, voilà, qui passeraient leur temps à faire des séances de dédicaces et tout. Et ben, on se la pétait un peu, quoi, quand même. Voilà. C'est génial, tu avais déjà une vue assez précise et optimiste de ce que tu voulais faire, quoi. Voilà. Sauf que on s'imaginait que ça viendrait très vite, alors que, bien évidemment, pour écrire, il faut avoir des choses à raconter. Et pour avoir des choses à raconter, il faut vivre d'abord. Ouais, effectivement, tout à fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, ce qui me rend heureux, eh ben, c'est de partager du bonheur avec d'autres, d'en donner et puis d'en recevoir. Alors, j'aime bien faire un peu la fête aussi, mais surtout quand je joue de la musique, bah, jusque-là, j'ai fait ça essentiellement, le conte et la musique, en bénévole pour des associations, hein, qui, moi, m'ont aidé à certaines époques. Et puis, hop, je leur ai fait un retour comme ça. Et en fait, moi, il n'y a pas de meilleur moment que quand, par exemple, avec l'association Mine de Rien, à Vannes, ils ont un livret avec les textes des reprises que je fais de Aznavour, Brassens, avec mon accordéon, tout ça. Et quand on se revoit, en fait, eh ben, ils chantent tous avec moi. Et en fait, quand ils sont là, je vois comme une espèce c'est comme une aura invisible de bonheur qui me renvoie et c'est les meilleurs moments de ma vie, ça. Ah, Voilà. donc ça fait ça, un public, d'accord. Oui, oui, oui. Ah bah, Noël dernier, on a fait Noël sur le port à Vannes, bah, justement pour tout le monde, dont il y avait aussi des sans-abri, hein, qu'on a accueillis. On leur a fait de la musique, on a offert à manger à tout le monde, des crêpes, évidemment, on est en Bretagne. Il y avait aussi du jus de bissap, hein, c'est une boisson sénégalaise à la fleur d'eucalyptus, je crois. Ouais, enfin, c'est super bon. Et, euh, et puis voilà, j'aime bien, moi, j'adore participer à des choses comme ça parce que c'est fraternel et très, très familial en fait. Voilà. On sent beaucoup le côté humain, chaleureux, de partage, recevoir, donner, recevoir. Ma maman disait,
le bonheur, ça ne se vend pas, ça se partage. Voilà. Voilà, on a fini l'émission. Ça dit beaucoup, hein, en fait. Voilà. Est-ce qu'il existait ou est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui a pu t'aider à avancer dans la vie? Je parlerai plus d'épreuves que d'obstacles, en fait, plus de tempêtes traversées que de murs qui auraient pu m'arrêter, en fait. Particulièrement la maladie d'Alzheimer qui a touché ma mère, justement, sur la fin de sa vie. Et c'est moi qui me suis retrouvé à m'occuper d'elle comme aidant familial. Hein. C'est une sale maladie, Alzheimer. Hein. Puis c'est une maladie qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Moi, j'ai dû tout sacrifier, ma vie professionnelle. Avant ça, j'ai été journaliste, j'ai été charpentier, j'ai touché à plein de choses. Hein. Et là, j'ai dû tout laisser tomber. Voilà, et vie sentimentale, tout, pour pouvoir m'occuper, pour pouvoir faire en sorte que ma maman aille bien et puis qu'elle garde un minimum de dignité. Et ça, c'est une épreuve vraiment terrible, d'autant que j'avais un lien très très fort avec elle. Elle était anciennement directrice d'école, elle a été directrice de l'école du Loc à Auray, c'est-à-dire une personne très très intelligente. Et, et c'était une maladie qui vous fait perdre vos moyens. Moi, je me suis occupé d'elle pendant 3 ans. C'est un peu ces marches ou crève, comme l'histoire de Stephen King ou encore celle de cet aviateur là, de Saint-Exupéry, Les ailes du courage, l'aviateur qui se retrouve perdu dans les Andes. Et puis jusqu'à ce qu'il soit sorti de la montagne, il marche, il marche, il marche. Il se dit, je marche, je marche, je marche. Parce qu'il sait que s'il s'arrête, eh ben, il meurt. Voilà. Jusqu'à ce que l'épreuve soit traversée. Et en fait, on se rend compte après. Là, je vais faire une autre référence, c'est à Dragon Ball. Hein, j'ai des références très, très différentes. Les gamins de l'histoire de Dragon Ball, au début, hop, ils vont voir Tortue Géniale, c'est un maître des arts martiaux pour qu'il leur apprenne à se battre. Voilà. La première chose qu'il fait, c'est de leur mettre sur le dos des carapaces de tortues et puis il les envoie faire le ménage pendant des jours. Voilà. Et ils ne comprennent pas, c'est seulement à la fin, quand il leur dit qu'ils disent, bah, c'est quand qu'on apprend à se battre, et qu'il leur dit bah, enlevez vos carapaces de tortue. Et une fois qu'ils les enlèvent, ils se rendent compte que bah, ils sont 1000 fois plus forts que quand ils sont arrivés. Parce qu'à force de la porter comme ça, puis le jour où elle n'est plus là, eh ben, on se sent léger, en fait. Voilà. Moi, je crois que c'est ça qui me fait avancer maintenant. Il n'y a pas que cet événement-là. Il y a quand on avance en âge. Moi, bon, je suis pas vieux. J'arrive sur mes 47 ans le mois prochain. Mais à mesure qu'on avance, on laisse des gens en arrière. Et il y a des souffrances qui s'accumulent comme ça, qui soit on se laisse couler, soit ça devient une force hein, qui permet eh bien, à notre tour d'aider d'autres gens à avancer ou à se sortir des marécages. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Euh, pour réussir sa vie, il y a plein de gens qui pensent que hop, il faut faire une carrière, avoir un métier qui rapporte beaucoup d'argent, et puis voilà, et j'en ai vu, dont un de mes grands frères, se donner à fond dans leur travail et puis en oubliant un peu leur famille. Pour moi, pour réussir sa vie, il faut trouver un équilibre entre ça et puis la vie qu'on a avec sa famille, avec ses amis, et surtout ne pas se retrouver à faire quelque chose qu'on n'aimerait pas faire ou même qu'on réprouverait moralement. Moi, j'ai été, il y a le dernier travail que j'ai occupé, j'étais opérateur de saisie informatique. Hein, donc, parce que je tape très vite. L'accordéon, ça aide à taper vite au clavier. Hein. Voilà. Mais je me retrouvais à faire des rapports, à taper des rapports, notamment d'expertise médicale, à partir du moment où un certain monsieur est arrivé à la présidence, là, que je ne nommerai pas, se sont multipliés les refus de statut d'ALD et de statut d'handicapé, mais des refus incompréhensibles. Hein. Il arrive un moment où on se dit, là, il y a anguille sous roche. Hein. Je ne vais pas faire de la politique ici, mais à un moment, moi, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai ouvert ma bouche, pour parler poliment, auprès d'associations, et hop, il y a eu rupture de contrat de confidentialité, et au revoir. Hein. Je me suis fait lourder. Et je regrette rien, parce que j'étais vraiment mal dans ma peau à devoir faire ce travail-là.
et puis à devoir me taire alors qu'à côté, ben, il y a que je voyais passer des injustices et que ben, je n'avais pas le droit d'en parler à personne. Ça, c'est un exemple de choses si on se retrouve. Alors, c'est vrai que c'est difficile de se dire « Ah ouais, mais je lourde mon travail et après, j'ai plus rien, il faut que je gagne à manger et tout ça. » Mais je crois vraiment… Alors, aujourd'hui, je suis pas riche. Hein, je viens à peine de sortir mes 2 livres et il faut du temps pour les faire connaître et puis pour que ça commence à rapporter un peu. Et puis, l'écriture, ça nourrit plus son homme. Hein. Il y a moi, je suis un grand fan de Bernard Werber, par exemple, qui est un monsieur très sympa. Je l'ai interviewé une fois. Et aujourd'hui, il donne des cours d'écriture sur Internet. Hein, et je me dis que si même lui doit faire ça pour mettre du beurre dans les épinards, c'est que bon, c'est un peu difficile pour tout le monde et dans tous les métiers là. Donc autant faire ce qu'on aime et se dire que réussir, c'est pas forcément remplir son compte en banque, c'est être bien dans sa peau dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, aimer ce qu'on fait, être aligné moralement avec ce qu'on fait Oui, et équilibrer tous les pans de sa vie, pro, perso, etc. voilà. D'accord, ok. Alors, tu nous parles de beaucoup de tes livres. Quel sentiment ça te procure d'écrire quand tu es dans cet état d'écriture? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Eh bien, en fait, je vis mes histoires. Alors, je pratique beaucoup la randonnée dans les bois et puis la méditation aussi, hein, qui me permet de mettre en place mes histoires à l'intérieur, un peu comme si je les voyais projetées sur un écran de cinéma, mais dans mon imagerie intérieure. Hop. Et quand j'écris, quand je suis en phase d'écriture, en fait, elle me trotte dans la tête, un peu comme une musique. Hein. La musique, c'est pareil, ça te trotte dans la tête. Et puis, même si quand tu commences une histoire, tu as la trame entière, tu as une idée du début, de la fin et du cheminement jusque-là, tu n'as pas tous les détails. Les détails, ils viennent au fur et à mesure de l'écriture. Et ils ne viennent pas forcément quand tu es en train d'écrire. Ils viennent quand tu es en train de faire ta vaisselle. Ils viennent quand tu es en train de te promener. Ils viennent même des fois quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis des gens te donnent des idées, puis oh, attends, je prends des notes. Voilà. Et c'est une fébrilité, moi, qui me sauve justement à côté de mon côté un peu mélancolique, euh, parce que je vis ces aventures-là comme si c'était presque les miennes. Hein, voilà. Et puis sinon, quand on arrive au bout d'une histoire, une histoire courte, hein, si j'en ai sorti 2 en même temps, c'est parce qu'un roman, c'est très long à écrire, puis des fois, tu bloques un peu, tu as le syndrome de la page blanche qui te prend. Alors, dans ces cas-là, il faut te changer les idées. Alors, c'est là que je vais me promener, ou sinon, je vais écrire une histoire courte à côté. Voilà. Ce qui fait que quand j'arrive au bout, ben, j'ai quelques histoires, j'ai tout envoyé à mon éditeur et hop, je me retrouve avec 2. Alors des fois, mes amis me disent « Oh, 2 livres en même temps !» Je dis « Ben oui, je ne pouvais pas faire autrement, sinon je bloquais au premier. » Voilà. D'accord, donc on sent, oui, que tu vibres en fait tous les jours autour des mots comme une ritournelle. Ouais. Et quand tu as le retour de tes lecteurs ou de ton public quand tu joues de la musique, rappelle-nous ce que ça te procure et puis si tu peux étayer un petit peu ce que tu ressens. Euh, Ça procure du bonheur, tout simplement. Et c'est pour ça que je pratique le conte de tradition orale. Il y a quelques années, j'ai fait un stage de randonnée contée dans les Cévennes auprès d'un certain Marc Aubaret, qui était à ce moment-là, je ne sais plus s'il est toujours, mais qui était directeur du CMLO, Centre méditerranéen de littérature orale. Voilà. J'ai fait un stage de 2 semaines avec un petit groupe avec lui. On allait se promener, puis il nous expliquait comment préparer un spot, comment construire une histoire à partir de trames existantes. Souvent, les conteurs, ils se reprennent les histoires les uns aux autres, puis ils ajoutent leur propre imaginaire dessus. Hop, paf. Ce que j'adore, moi, là-dedans, pareil pour la musique, le concert par rapport à sortir un CD, enfin, je n'ai pas sorti de CD, moi, c'est qu'on a un retour immédiat. Voilà. Par exemple, quand j'ai une histoire, c'est un conte populaire qui s'appelle L'homme qui courait après sa chance. Hein, c'est l'histoire d'un homme qui grimpe une montagne pour aller demander à Dieu pourquoi il est si pauvre et si malheureux. Puis il rencontre il rencontre un loup en bas.
il rencontre une bergère, une jolie bergère au milieu, un arbre, un vieil arbre qui parle au sommet de la montagne. Chacun lui donne sa propre question à poser à Dieu, en fait. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après, l'homme, il redescend. Tu sais, il a eu une réponse à la sienne. Puis, et sa réponse, c'était non, mais tu n'as pas entendu les réponses aux autres questions. Ton bonheur est à portée de la main. Court. Voilà. Parce qu'en gros, c'est il y a ce qui bloque, ce qui empêche l'arbre de pousser en haut de la montagne, c'est un coffre rempli de pièces d'or qui est enterré sur ses racines. Pourquoi la bergère pleure tout le temps? Ben, c'est parce que il faudrait qu'elle se trouve un mari, puis elle est jolie. Hein. Et lui, sa question, c'est pourquoi je suis supposé si malheureux. Alors, on lui répond, t'as pas entendu les réponses aux autres questions, cours. Sauf qu'il court, il dépasse l'arbre, l'arbre lui dit réponds à ma question, l'autre lui dit bah non, j'ai pas le temps, mon bonheur m'attend à portée de main, il faut que je cours. Il n'a pas compris en fait. Pareil quand il passe la bergère. Alors pourquoi est-ce que je pleure tout le temps? J'ai pas le temps, il faut que je cours, mon bonheur est à portée de la main. Puis à la fin, quand il arrive en bas de la montagne, voilà, et que tu dis, et arrivé en bas de la montagne, il s'est fait attraper par, là, tu as tous les gamins devant toi qui font le loup, tu sais que tu as gagné, parce qu'ils sont en plein plongé dans l'histoire. Et là, tu es heureux. Hein. Et en fait, le loup, sa question, c'était pourquoi j'ai toujours si faim. La réponse, c'est, ah oui, bah, pour avoir moins faim, il suffirait que tu dévores le premier imbécile venu, et pof, le mec se fait dévorer. Voilà. Bon, mais en fait, tout ça pour dire que tu sais tout de suite si ça accroche dans le regard des gens devant toi. Pareil pour la musique. Voilà. Tu sais si ça accroche quand ils se mettent à chanter avec toi ou qu'ils répondent à des questions que tu laisses comme le loup, hein, tu sais que tu as gagné et qu'en repartant, ben, ils vont rentrer chez eux la tête pleine de lumière et tu as gagné ton pari. Voilà. C'est ça par rapport à la publication d'un livre. J'espère qu'ils vont être lus par plein de gens, puis qui vont les aimer et tout ça. Hein. Mais on n'a pas le retour immédiat. On est dans l'expectative. C'est plus angoissant, je trouve. Voilà. Oui, puis ce sera forcément moins vivant que cette osmose que tu ressens avec un public face à toi. Voilà. Voilà. D'accord. Et donc, as-tu le sentiment de réussir ta vie en te produisant et en ayant un retour direct et en écrivant, même si le retour sera un petit peu plus tard? Oui, plus ou moins. Hein, parce que bon, en ce moment, je suis quand même financièrement en situation un peu précaire, mais disons que c'est juste. Et puis là, comme je disais, je suis en attente du retour de ces deux-là. Mais régulièrement, quand je me retrouve à faire une prestation, surtout en bénévole, parce que j'ai essayé des fois pour dans le domaine privé, j'ai un peu de mal à chiffrer ce que je fais. Et puis, en même temps, je suis beaucoup plus détendu quand j'ai pas à me faire payer, en fait. Hein. Je suis là. Quand on doit se faire payer, quand on se produit, par exemple, ça m'est arrivé aussi dans des troquets avec mon accordéon, puis qu'on a un cachet où eh ben, on a un devoir d'excellence, hein, en fait, parce que les gens, ils en veulent pour leur argent. Alors que quand on fait ça en bénévole ou quand moi, ce que je préfère, ce que j'adore aussi avec l'accordéon, c'est aller, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais j'aimais bien les scènes ouvertes. Hein, dans certains pubs où on arrive, on est des musiciens, on ne se connaît pas, mais il y a toujours des morceaux en commun comme Brassens, Aznavour, s'ils sont intemporels, tout le monde les connaît, donc on se retrouve à jouer en formation avec des gens qu'on vient de rencontrer, ça c'est du bonheur. Mais il n'y a pas ce côté argent. J'ai un très mauvais rapport avec l'argent. Je préférerais, moi, souvent en échange, moi je demande rien, mais on me donne des poireaux, des patates, des trucs comme ça, j'aime autant. Voilà, parce que l'argent, je n'aime pas trop cette société mercantile de surconsommation. Je trouve que la monnaie aurait dû rester un outil et pas devenir notre maître. Voilà. Moi, j'aime pas les maîtres, j'aime pas les chefs. Et surtout, je n'aime pas du tout l'idée d'être asservi, moi, à un truc aussi inhumain que l'argent, finalement. Hein, ça aurait dû rester un outil. Dis-moi, alors, ce bonheur que tu peux ressentir, quelle qualité as-tu développée pour avoir pu y accéder?
Une part de lâcher prise Hmm. parce que je suis hypersensible. Hein. J'ai même été diagnostiqué bipolaire. C'est un, un état qui fait que on se laisse beaucoup toucher par les événements, par les gens, un peu par moments. Bon, moins maintenant, mais des moments où on a l'impression d'avoir la peau retournée à vif. Et puis dès qu'on a un mauvais retour ou dès que ça te mine le moral, tu vois ce que je veux dire? Et ça te mine ce bonheur justement de partager des choses avec d'autres gens. Pour exemple, alors il faut cultiver ce lâcher prise, se dire bah, c'est pas grave. Et puis de toute façon, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas leur parcours. Pour exemple, je le raconte là-dedans dans le seul conte purement autobiographique d'ailleurs qui s'appelle Noël sur le port. Ben, je raconte ce dont je te parlais tout à l'heure, le Noël qu'on a offert aux gens sur le port. Et à un moment, j'étais en train de jouer un de mes morceaux, un morceau que je trouve quand même dynamique, qui s'appelle Youpi. C'est moi qui l'ai composé. Et vers la fin, il y avait une petite mémère qui était là et renfrognait. Et puis, j'avais même pas fini, qui a dit, vous n'auriez pas quelque chose de plus entraînant, c'est un monotone. Alors moi, je lui ai répondu, non, c'est ma pause. J'ai terminé, puis je suis parti, puis je l'ai vu s'éloigner. Et pendant une petite heure, je me suis trouvé un peu mal dans ma peau. Je me disais, mais elle est gonflée quand même. Oh là là, c'est qui cette mémère et tout ça. Et une heure plus tard, alors que bon, on était en train à d'autres, j'ai un ami qui lui joue du tambur. C'est une genre de guitare turque. Voilà, on était là et puis il y a un jeune homme qui est arrivé, qui a pris le micro, qui a dit, je voudrais faire une annonce. Alors on a écouté. Puis là, il a dit, j'ai perdu ma grand-tante. Elle a été vue dans cet après-midi, bon, plus loin, en haut de la rue, devant le cinéma La Garenne. Les gens disaient qu'elle venait par là. Je voudrais savoir si vous l'avez vue et tout ça. Puis il avait une photo hein, sur le téléphone. Puis c'est là que je m'approche. On lui demande, mais c'est quoi le problème? Moi, je l'ai vu venir au néon clignotant, vu que je connaissais cette maladie. C'est là qu'il dit, ben, elle est Alzheimer. Voilà. Puis c'est là que je me suis dit, ben, j'aurais dû reconnaître cet état parce que c'est une maladie qui peut rendre très désagréable, justement, et sans gêne. Et si j'avais reconnu, j'aurais pu la garder à portée de vue. Alors j'espère qu'il l'a retrouvée après, je lui ai indiqué par où elle était partie. Mais c'est là qu'on se dit que il faut être gentil avec les gens, quels qu'ils soient, surtout quand on ne les connaît pas, même s'ils se montrent désagréables, parce qu'on ne sait pas quels enfers ils ont traversés, ni même dans lesquels ils pataugent encore. Ça, c'était une sacrée leçon de vie. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est très beau, c'est magnifique. Dis-moi, Eric, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie? Un outil. Euh, Qu'est-ce que tu entends par outil? Alors, ça peut être un sport ou une méthode ou quelque chose ou un Ah rituel. bah, la méditation dont je parlais tout à l'heure, hein, parce que c'est une façon de justement de s'apaiser en fait, et puis de réussir à gagner ce lâcher prise. Et en même temps, alors il faut de l'entraînement, il faut du temps pour réussir à faire des. Et puis il faut être patient. Et surtout, ça marche mieux quand le corps est fatigué. Donc après une bonne grimpette en montagne ou après un petit footing, hop, ça met dans un état. Il y en a qui parlent d'éveil éclairé ou mais plutôt dans un état où les émotions sont toutes endormies avec le corps et puis l'esprit il est libre et puis tout ce qui se présente on le comprend mieux en fait et on est apte à voilà ça aide notamment à construire et à écrire des histoires et puis pour le lâcher prise j'ai pratiqué l'aïkido aussi en club c'était ça et dans ma jeunesse le rock'n'roll acrobatique mais alors là je pourrais moins puis j'avais une partenaire elle pesait 45 kilos c'était du bonheur voilà. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des gens, des lieux, des citations qui t'inspirent? Eh ben, ce qui m'inspire, eh ben, ce sont les histoires des autres, justement, les contes, surtout beaucoup les films au cinéma où, vous voyez, par exemple, là derrière, on a une magnifique photo de Paul, l'extraterrestre. Notamment le bal des chats perchés, la trame m'en a été inspirée du dernier pub avant la fin du monde. Vous savez, j'adore ce duo-là, Simon Pegg et Nick Frost. Hein. Ils ont fait, entre autres, Shaun of the Dead, des films complètement déjantés, en fait,
Et alors, le dernier pub avant la fin du monde, hop, ils décident d'aller de refaire leur tournée des bars de leur jeunesse, de se pinter à la bière et tout ça, puis ils se retrouvent en pleine histoire d'invasion extraterrestre. Alors, il y a un parallèle, effectivement. Là, ça se passe en Technival. C'est plus de la bière, c'est d'autres substances. C'est pas une apologie des drogues, hein. Ce serait plutôt un avertissement. Moi-même, j'ai connu ça. J'ai dû m'extraire hein, de certaines addictions dans ma jeunesse. Hein, et donc, effectivement, je parle de ce que je connais, mais sans en faire l'apologie, en disant, en montrant d'éventuels travers, et puis en mettant en garde sur le fait que quand on se drogue, on perd la maîtrise de soi et le contrôle, en fait. Voilà. Et il se retrouve, lui, en pleine invasion, pas extraterrestre, mais extratemporelle. Mais ça s'arrête là. Hein. Je me permettrai pas de plagier mes idoles. Voilà. Dans ma jeunesse, je lisais beaucoup Isaac Asimov, qui lui disait la violence est le dernier recours de l'incompétence. Ça, c'est de toutes les citations que j'ai entendues. J'ai subi un peu moi la violence de mes camarades à l'école quand j'étais môme. C'est la situation de toutes les citations que j'ai entendues, c'est celle que je préfère. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Voilà. Oui, je plus sois aussi. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait réussir à lâcher prise comme toi tu as réussi à faire? Eh bien, se trouver un défouloir ou une activité comme ça qui l'apaise. Bon, moi, c'est la méditation. Et puis, en plus, la méditation, ça remplace assez bien la prière quand on est agnostique. Mais trouver quelque chose pour le lâcher prise, il y en a, c'est la boxe. Moi, c'était l'aïkido aussi. J'aime bien l'aïkido parce que c'est un sport de défense où on a aussi comme souci de protéger son adversaire. On gère une situation en fait, et parce qu'on sait que souvent, quand on se fait agresser par quelqu'un, c'est pas forcément par malveillance, mais par des gens qui eux-mêmes perdent le contrôle. Voilà. Il faut trouver son truc. J'ai la musique. Il faut trouver ce qu'on aime et c'est différent pour chacun. Je ne vais pas conseiller aux gens de se mettre à l'accordéon parce que l'accordéon, c'est mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que chacun trouve son échappatoire, son exutoire qui lui permette d'évacuer toutes les mauvaises choses qu'on reçoit à côté ou des fois dans sa vie professionnelle ou ailleurs. Et si c'est quelqu'un qui aimerait écrire et qui n'ose pas ou qui se met des freins, quel conseil pourrais-tu lui donner, toi? Euh, de, de s'entraîner devant un miroir de façon orale. Si elle n'ose pas écrire, si elle a peur de la page blanche, de trouver un moyen déjà d'extérioriser les histoires, parce que souvent c'est quelqu'un qui a des idées dans la tête, mais elles sont un peu brouillonnes, elles se mélangent, elles sont un peu en puzzle, ou elles ont du mal à sortir comme ça par écrit, parce qu'on a le syndrome de la page blanche, on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas comment… Moi, dans ma jeunesse, au lycée, j'avais mon club de jeux de rôle. Voilà, ça, c'était une chose qui permettait, on dirait pas comme ça, mais et puis j'ai été au club théâtre aussi au collège. Comme je disais au collège, moi j'étais un peu le souffre-douleur de certains dans la cour de récré, donc pour fuir la cour de récré, je me suis inscrit à tous les clubs le midi. Voilà. Donc, résultat, effectivement, j'ai fait du théâtre, de l'art plastique, de la musique aussi au collège, même si j'avais mon prof dans le privé, j'ai un peu touché à tout. Au départ, c'était pas forcément parce que ça m'intéressait, hein, c'était pour fuir les petites brutes, mais du coup, quelqu'un qui bloquerait, qui a peur au niveau de l'écriture, il faut qu'elle réussisse bah, à, à, à soulever ce couvercle. Et un exemple, c'est pas forcément celui-là, je sais pas, c'est différent pour ça. Moi, c'était de me raconter ces histoires-là devant un miroir, à moi-même, en fait. Voilà. C'est utiliser un autre de nos sens, en fait, qui permettrait de s'exprimer avec moins de freins. Ouais, voilà. Voilà, parce que l'écriture, c'est pas toujours facile. Et puis, je sais pas, je trouve ça différent. Le conte oral,
bon, moi j'ai toujours eu une imagination fertile, hein, et puis la capacité, ça dépend des gens. Je ne saurais pas trop. Quand j'étais en primaire, mes parents m'ont emmené voir Les Aventuriers de l'Arche perdue au cinéma. Bon, j'étais peut-être un peu jeune, mais bon. Le lendemain, dans la cour de récré, je l'ai raconté à mes copains. Mais vraiment, du début à la fin, quoi. J'ai tout déballé. Ils étaient là, oh, des squelettes et tout. Et j'ai toujours eu, moi, cette capacité de transmettre les histoires qui me plaisent. Donc, je ne sais pas trop pour quelqu'un qui ne l'avait pas eu avant de s'y mettre, je ne sais pas trop. D'accord. Dis-moi, Eric, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Ouais, euh, aller me promener. Aller me promener. Bah, à l'Antoine-Madon, on a de la chance, on est au milieu des bois. Et puis près de la rivière d'Etel, donc il y a des coins fabuleux, il y a des coins vraiment super. Et moi, c'est mon truc. Bon, en plus, je joue de la musique un peu tous les jours. C'est une façon aussi, quand j'ai le bourdon, de me re... Mais si je sors pas me promener un peu, disons au moins une petite demi-heure, une heure tous les jours, je me sens enfermé, je suis comme un lion en cage. Donc, ce serait plutôt ça. Mais comme j'ai dit, j'ai grandi, moi, dans les bois, j'ai grandi à Crac City, qui était à l'époque un petit bourg, hein, quand même. Ça s'est bien développé depuis. Et alors, moi, je suis content parce qu'ici, à Locqualmindon, ça ressemble un peu à Crac quand j'étais petit, quoi, avant que ça se développe de trop. Voilà. Dis-nous, Eric, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? La plus belle chose que j'ai pu découvrir, faire ou partager dans ma vie, c'est mes vacances il y a 2 ans dans les Cévennes, hein. J'y suis retourné tout seul. Là, on avait bah, touché un peu un héritage, moi et mes frangins. Alors au moins, j'en ai fait quelque chose de bien. Je suis parti 2 semaines dans les Cévennes, dans un camping où j'avais installé ma petite tente avec mon hamac, tout, mon kit d'aventurier. Et puis, presque tous les jours, je me suis fait des pauses quand même. Je suis parti me faire les sentiers de randonnée là-bas. Et j'ai pris plein de photos. Je les ai partagées sur Facebook en rentrant. Mes amis, ils étaient là. Waouh, 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 dis donc. Waouh. C'est avec Brocéliande en Bretagne, mon endroit préféré sur Terre, là-bas dans les Cévennes. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est tellement, quand on est en haut, là, euh, assis en tailleur en haut de la montagne avec ce vide devant soi, puis qu'on sent la verdure, on entend les oiseaux, on entend même le tchou-tchou du petit train des touristes qui passe voilà, dans la montagne au loin, et on est comme transporté dans un autre univers, en fait, loin de la ville, loin de la circulation, tout ça. Après tout ce que tu as vécu, du coup, tout ce que tu nous as raconté, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? De ne pas se laisser freiner par les gens qui disent tu y arriveras jamais, hein. Moi, c'était mon paternel au niveau de la musique et de l'écriture qui était plutôt du genre trouve-toi un vrai métier, hein. Ou surtout, alors ça, ma phrase favorite, il y a peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Ça, c'est la phrase favorite des gens qui essaient de casser ta motivation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi se fixer des projets qui sont réalisables, hein. Donc, si on veut écrire, il faut apprendre à écrire. On n'a pas la science infuse. Moi, j'ai appris en lisant les grands, notamment auprès de Bernard Werber, justement. J'étais un grand fan de ses contes philosophiques, Barjavel, tout ça. Ça dépend des genres qu'on aime, hein. Mais il faut accepter de recevoir du bagage de la part de ceux qui sont passés avant, hein, les vrais, le autodidacte absolu, ça, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais c'est le meilleur moyen de mal faire. Et puis ne pas se laisser décourager par ceux qui vont te dire tu n'y arriveras jamais. Il y a des moments de découragement pendant lesquels il vaut mieux changer les idées, passer à autre chose, mais sans arrêter complètement en se disant je vais y revenir. Et savoir que peu importe le temps que ça mettra, celui-là, j'ai mis 2 ans à l'écrire, hein. Peu importe le temps que ça me. Enfin, les deux. Parce que justement, je passais de l'un à l'autre.
peu importe le temps que ça mettra, tant que j'avais mon frère aîné, il me disait, c'est comme quand, quand tu veux te baigner à la plage dans une eau un peu froide. Hein, et ben, le meilleur moyen, c'est d'y aller doucement, mais sans s'arrêter. Voilà. Hein, mais on ne s'arrête pas, c'est juste qu'on y va, peu importe son rythme. Et là, c'est pareil. Enfin, sans s'arrêter, on peut faire des pauses, mais on se dit pas, j'abandonne. Hein. Des fois, on peut avoir envie d'abandonner, parce que des fois, c'est dur, des fois, la motivation baisse, mais il ne faut pas se laisser abattre. Voilà. Oui, c'est très juste ce que tu dis, hein, je reprends, mais apprendre, apprendre, apprendre pour avoir la légitimité de faire ce qu'on aime et surtout y Oui. aller et ne pas abandonner, persévérer, persévérer, Voilà. persévérer. Quand tu as le moral qui vacille, Eric, que fais-tu? Eh ben, je sors mon accordéon. Tiens, attends. Hop, je ne vais pas te jouer forcément un morceau, hein, mais tiens. Hop, je te présente Léon. Bonjour Léon. Ah, Léon, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. J'étais encore au lycée. Au début, c'est un électro-accordéon, mais la partie synthé a lâché depuis. Mais il joue encore très bien en mode traditionnel. Voilà. Ou quand je suis chez moi, des fois, c'est mon synthé. Je me joue un truc. Voilà. Ça, me jouer à moi de la musique, il n'y a pas un meilleur remonte morale, en fait. Voilà. C'est beau. Et dis-moi, Eric, ça va être la dernière question. Quelle est ta raison d'être? Ma raison d'être, c'est de partager toutes les choses folles que j'ai dans la tête. Hmm. Les histoires, les musiques. Des fois, c'est pas forcément des. Enfin, si, je fais un peu de pastel, mais je fais des montages photos, tu sais, des trucs. Notamment, j'avais, par exemple, j'avais pris une photo. Alors, c'est pas forcément mes photos à moi, donc je mets pas ma signature non plus, mais je partage sur Facebook des mecs, des vieux en train de jouer aux boules. Et en fait, j'ai remplacé les boules par les planètes. La Terre, Mars, la Lune, c'est le cochonnet, tout ça. Et j'aime bien, en fait, c'est faire sortir ce que j'ai là, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est comme un animal en cage que si j'arrive pas à partager ça, moi, j'écris pas ça pour le fric. Hein. C'est vraiment pour. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas longtemps comment tu arrives à poursuivre tes rêves. Et moi, je réponds, mais je poursuis pas mes rêves, c'est eux qui me harcèlent pour que je les partage avec les gens, c'est eux qui me poursuivent. Voilà. Je sais Excellent. même plus quelle était la question. C'était ta raison d'être, mais tu nous Ah as oui, ma raison d'être, c'est c'est partager parfait. ce que j'ai dans la tête avant de. Bon, ben, on va tous y passer un jour, hein, malheureusement. Je dis pas ça non plus pour. Mais j'aimerais bien laisser derrière moi toutes les. Parce que j'ai une imagination que même moi je trouve incroyable des fois, donc j'ai pas envie que ça reste coincé dans ma tête. Voilà. Le partage. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Eric. Est-ce que tu as un dernier petit mot éventuellement pour compléter cet échange? Euh, ouais, restons motivés. Hein. Restons motivés, surtout par les temps qui courent, parce que c'est vrai que bah, c'est l'essentiel. Hein. Il arrive plein de choses pas marrantes, et à côté, il faut trouver le moyen de garder le moral. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. Aidez-nous surtout à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes. Likez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi soutenir notre travail sur Tipeee dans la description. On se retrouve donc mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.